m'adresse maintenant à la défense et je souhaiterais rappeler à Maître Haynes qu'en principe, la défense dispose de 3 heures. Il se peut qu'il y ait une légère flexibilité de notre part. Donc vous avez 3 heures pour vos conclusions orales, Maître Haynes. Maître Haynes, eh bien écoutez, je pense que je vais m'y atteler de suite. Alors, certes, au nom de M. Jean-Pierre Bemba, nous avons présenté un mémoire de clôture finale et nous n'avons nullement l'intention aujourd'hui ici d'en réitérer son contenu. Alors, bien entendu, il s'agit d'un mémoire dont le statut est confidentiel pour le moment, mais en temps voulu, une version expurgée, publique de ce mémoire sera disponible, ainsi que la réponse à ce mémoire. Ce mémoire comporte des arguments détaillés, juridiques et factuels, qui sont en fait l'épine dorsale de ce que nous allons dire aujourd'hui. Je ne peux que nourrir un espoir, l'espoir que ceux qui ont un intérêt pour cette affaire prendront la peine de se familiariser avec la teneur de ces documents, car très malheureusement, nous n'allons pas pouvoir rendre justice aux nuances et à la complexité des arguments qui figurent dans ce mémoire en 3 petites heures. Nous allons donc essayer aujourd'hui de mettre en exergue les éléments importants de la défense de M. Jean-Pierre Bemba. Nous allons mettre ici et là les points sur les i et nous allons rectifier certains arguments entendus de la part de l'accusation. Mesdames les juges, vous connaissez les arguments écrits présentés par la défense et vous saurez en fait que ce que nous avançons, c'est que l'accusation n'a pas respecté la norme requise afin de prouver les délits qui font l'objet des charges en l'espèce. Premièrement, parce qu'ils n'ont pas pu et su prouver qu'il s'agit de délits et de crimes qui relèvent de la juridiction de la compétence de la Cour, et deuxièmement parce qu'ils n'ont pas su établir, au-delà d'un doute raisonnable, que les auteurs de ces crimes étaient des subordonnés de M. Bemba. Nous avançons de plus que l'accusation n'a pas pu prouver au-delà d'un doute raisonnable que M. Bemba avait le contrôle effectif des soldats du MLC en RCA. La défense avance que les éléments de preuve présentés par l'accusation ont été très soigneusement triés sur le volet afin d'éviter la vérité plutôt que de faire en sorte qu'elle éclate. Et nous avançons que l'accusation a systématiquement n'a pas su, et ce de façon systématique, confronter les éléments de preuve présentés par la défense. Qui plus est, l'accusation n'a pas su reprendre les différentes affirmations de droit et les affirmations les constatations factuelles qui figurent dans les écritures de la défense. Dans une grande mesure, elle n'a pas su en fait s'engager dans le processus d'accord avec la défense. Alors je vais vous dire ce que nous allons faire jusqu'à 11 heures. Dans un premier temps, je vais faire quelques observations générales à propos de la procédure jusqu'à présent et à propos des faits incriminés. Madame Taylor s'occupera des crimes à proprement parler et des éléments contextuels de ces crimes. Et Madame ou Maître Gibson vous parlera de la responsabilité du commandant supérieur et je conclurai. Alors je vais commencer en vous disant que les adeptes d'institutions telles que celle où nous nous trouvons avancent très souvent qu'elles symbolisent l'ère dans laquelle nous vivons et que de ce fait nous ne vivons plus dans une ère d'impunité mais dans une ère de justice. L'un des autres tribunaux internationaux qui se trouvent dans cette ville fait valoir que les criminels de guerre sont présentés à la justice et la justice aux victimes. Et le précepte commun dans toutes ces phrases tendances est la justice. Or, la justice est
un concept en pleine évolution, qui évolue tout le temps. Qui n'a pas entendu dire, lorsque un homme odieux meurt d'une mort horrible, eh bien voilà, la justice a été faite. Quelle est la victime qui ne souhaite pas que son bourreau souffre au moins autant qu'elle l'a souffert aux mains de ce bourreau? Nous savons pertinemment quel est le type de justice qui est rendu sur les théâtres de guerre. Les gens sont tués en plein combat, où il y a des exécutions sommaires pour des personnes qui ont commis des crimes sinistres. Des cours martiales sont très rapidement mises sur pied pour déterminer de la culpabilité ou de l'innocence de ceux qui auraient volé ou pillé. Et c'est ainsi que les choses se passent lorsque le conflit fait rage. Mais cela fait 12 ans quasiment que M. Jean-Pierre Bemba s'est adressé à un bataillon de soldats du MLC juste à l'extérieur de Bangui, et je suppose en fait que ce à quoi nous aspirons est quelque chose qui va au-delà d'une confession contrainte, d'un procès secret et d'une sanction sommaire. Et bien entendu, il ne s'agit pas d'un tribunal dont la compétence est illimitée que la CPI. Ce que j'entends, c'est que si quelqu'un venait à commettre un délit dans ce bâtiment, il ne serait pas traduit en justice devant votre chambre de première instance ou devant une autre. Il faut savoir plus précisément que juste parce qu'un homme commet un viol ou un meurtre et qu'il se trouve qu'il est soldat, cela ne signifie pas pour autant que le crime commis par cet homme relève de la compétence de cette cour. Et il faut savoir que juste parce qu'un soldat ou même un groupe de soldats commet un crime tel que un viol, un meurtre ou un pillage en temps de guerre, cela ne signifie pas qu'il s'agit forcément d'un crime de guerre, car les crimes, les délits doivent avoir été commis dans le contexte d'un conflit armé. Et pour peaufiner mon argument, je poserai une question rhétorique. Comment pouvons-nous entendre les arguments présentés par M. Bivoli hier à propos de Mongumba, puisqu'il a déclaré que ces événements se sont déroulés à des centaines de kilomètres du conflit? Alors, grand Dieu, comment est-ce que l'on peut avancer la théorie du crime de guerre? La compétence de cette Cour est limitée à bien des égards par la recevabilité, la complémentarité, la dimension géographique, les périodes de temps, la façon de présenter un grief et bien entendu par les crimes qui peuvent être traduits en justice. Et qui plus est, la façon dont les chambres de première instance de cette Cour peuvent rendre justice est précisée par le statut et son règlement. Sans ces documents, nous ne sommes que des acteurs sans texte. Et d'une façon ou d'une autre, nous devons rendre justice ici en prenant en considération et nous en tenant aux principes régulateurs extrêmement stricts et aux pouvoirs discrétionnaires étroitement limités. Il ne s'agit pas d'un tribunal médiéval ecclésiastique où le droit substantiel, la procédure et le droit procédural peuvent être inventés au pied levé. Je ne suis pas venu ici pour pontifier sur la pratique et la procédure de la CPI que vous connaissez tous parfaitement bien, mais je suis ici pour vous rappeler ce qu'attendent les gens de cette institution et de cette affaire. Et je suis venu ici pour affirmer que les articles et les règles qui nous régissent sont des garanties par rapport à ce qu'attendent les gens. Les gens s'attendent à la publicité d'un procès, un procès au cours duquel les victimes, les amis des accusés, la famille des accusés, les juristes, le public peuvent comprendre les charges, les éléments de preuve présentés, ainsi que les conclusions et les constatations de la Chambre. Ils s'attendent à avoir un procès où les charges pourront être comprises, et ils s'attendent à ce que ces charges s'appuient et se fondent sur des principes juridiques solides. Ils s'attendent à avoir une approche réaliste par rapport aux éléments de preuve. Ils s'attendent à avoir une affaire où le procureur visera la vérité, où le procureur compile des informations, indépendamment d'où viennent ces informations. Ils s'attendent à une affaire où les droits des victimes auront leur juste place, mais tout également, ils s'attendent à ce que l'accusé soit en mesure de connaître et de comprendre les charges
qui lui sont reprochés et un procès où il aura à tout temps accès à une représentation juridique efficace et effective. Et ils s'attendent à avoir un appareil judiciaire impartial qui sera au-dessus de la mêlée contradictoire et ils ne s'attendent pas à des éléments ou des exemples de partialité. Ils s'attendent à pouvoir avoir des éléments de preuve fiables qui ne seront pas viciés par la peur, l'espoir ou le favoritisme. Ils s'attendent à ce que les droits civiques soient respectés, même les droits civiques des accusés, et ils s'attendent à ce que les affaires aboutissent rapidement. Cela fait plus de 12 ans que les événements qui ont donné lieu à ces charges se sont déroulés. Et cela fait plus de 6 ans que M. Bemba a été détenu pour la première fois. Nous sommes quasiment au 4e anniversaire du début de ce procès. Et loin de moi l'idée de me flatter en pensant que j'aurais été, ou j'ai été le premier choix pour être l'avocat de M. Bemba, car si cette affaire s'était terminée il y a 5 ans ou 3 ans, je n'aurais pas plaidé. Mais il est triste de constater que ce procès lui-même a eu son lot de victimes. Alors bien entendu, on ne peut que clamer et demander la justice ouverte. Pour des raisons qui parfois semblaient tout à fait justifiées, les témoins se sont vus octroyer une protection totale de leur identité, ce qui fait qu'il y a de nombreux éléments de preuve qui ont été entendus à huis clos ou à huis clos partiel. Alors bien entendu, maintenant nous avons l'avantage du recul offert par le temps et peut-être que nous aurions été un peu moins protecteurs vis-à-vis des témoins. Bien entendu, il y a certains éléments de preuve qui auraient pu être entendus en audience publique. Et pourquoi est-ce que nous parlons de protection? D'ailleurs, je vous dirais que nous ne savons pas grand-chose ou nous ne savons rien, mais je dirais, d'après ce que nous savons, ce qui n'est pas beaucoup, c'est que jusqu'à présent, il n'y a que 2 hommes qui étaient amis et qui se sont contactés pendant leur déposition et après leur déposition, qui sont les 2 seules personnes qui ont présenté des plaintes pour avoir été intimidés en l'espèce, et je dois vous dire que cela soulève un certain scepticisme. Il faut savoir que par rapport à cette toile de fond du système de la protection des témoins, ce système de protection a été tout sauf étanche, parce qu'il semblerait que des listes des témoins chargés à des charges ont été distribuées dans les régions où les témoins avaient justement de grands motifs de craindre que leur identité soit communiquée. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est qu'il y a un grand nombre d'audiences qui ont été entendues en mode ex parte, comme le disent les avocats. Alors bien entendu, c'est une procédure qui est ouverte à toutes les parties, certes, mais lorsque ce type d'audiences ont lieu, elles ont lieu devant les juges du fait lors d'un procès. Or, il faudrait que ce type de circonstances soit extrêmement limité dans un système de justice ouverte. D'aucuns peuvent espérer que ce type de procédure ne devrait jamais être utilisé pour présenter des arguments ou pour présenter des éléments de preuve. Vous avez les principes latins audi alteram partem, à savoir le principe du contradictoire, et nemo iudex in suam causam sont des principes qui sont tout aussi valables de nos jours qu'ils l'ont été par le passé. Ils sont valables pour cette juridiction également. Il est important de bien présenter des principes juridiques établis et bien connus. Et il ne faut pas sous-estimer cette importance. Comme l'accusation vous l'a dit hier, il ne s'agit pas seulement de cette affaire-ci, il s'agit de précédents juridiques, car cette Cour fait le droit
comme l'ont fait les autres tribunaux qui ont traité de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Les dirigeants de ce monde ont les yeux fixés sur cette chambre de première instance pour voir jusqu'où ils vont étendre le concept ou la notion de la responsabilité du supérieur hiérarchique. Il n'est pas exagéré de suggérer que la décision qui sera rendue par cette chambre de première instance aura un impact durable lorsque les nations qui seront disposées à envoyer une assistance militaire vers un pays démocratique qui a des problèmes choisiront de le faire à l'avenir, même si cette cause paraît tout à fait juste. Il vous a été dit qu'il s'agit de la première affaire où il est question de responsabilité du commandement supérieur devant la CPI. Il a été dit que cela a été un classique en son genre. Excusez-moi, mais si vous prenez la peine d'examiner, d'étudier l'histoire, vous verrez qu'il est très difficile d'accepter ce postulat, car vous ne trouverez aucune référence à la jurisprudence dans les mémoires écrits des parties à ce sujet, parce qu'il n'y a pas de précédent qui correspond à cette affaire. Il n'y a tout simplement aucun précédent dans la jurisprudence, soit des tribunaux ad hoc, soit des tribunaux à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, où il a été conclu ou même allégué qu'un contingent de soldats resubordonnés à une coalition municipale pouvait quand même faire l'objet faire l'objet d'un contrôle effectif d'un commandant qui donne des ordres opérationnels à partir de l'État où il se trouve. Alors, je doute fort que vous trouverez un précédent à propos de la proposition suivante, à savoir un commandant en chef, ni plus ni moins, peut être considéré comme responsable en vertu des principes de responsabilité de commandement pour une unité aussi petite qu'une brigade, qu'elle soit resubordonnée ou non d'ailleurs. Vous ne trouverez aucune source qui vous permettra d'indiquer que des unités militaires peuvent avoir une double chaîne de commandement, qu'il s'agisse de droit ou de théorie militaire. Il n'y a aucun précédent indiquant qu'un commandant peut avoir une responsabilité pénale lorsque l'identité d'aucun subordonné allégué d'avoir commis des crimes est connue. Alors cela est particulièrement pertinent en l'espèce, parce que la délimitation ou les paramètres des crimes reprochés sont extrêmement étroits. Alors, il semblerait que vous ne soyez concernés ou préoccupés que par 15 événements, 9 événements de viol et 5 événements de pillage et 1 de meurtre. Je suppose en fait que le but est de prouver que ces crimes auraient pu être empêchés ou que leurs auteurs auraient pu être punis, mais je suppose que ces crimes ont été choisis parmi de nombreux autres crimes. Et cela ne fait que souligner le fait qu'il est impossible d'identifier les auteurs. Alors s'il s'agit d'un classique en son genre, le genre étant la responsabilité du commandant supérieur, c'est un classique dans un genre qui lui est unique. Alors d'aucuns répugnent à comparer cela à d'autres choses, parce qu'il y a de nombreuses variables quelle que soit la situation. Mais je dirais en fait que si l'on compare, si l'on établit une comparaison contemporaine, cela nous permet de jauger quelle est la jurisprudence actuelle. Il n'est pas fortuit de constater que ceux qui ont commis des délits en portant les uniformes du Royaume-Uni ou des États-Unis en Irak ou en Afghanistan sont
accusé seul de ces crimes devant des cours martiales, parce que c'est une façon d'accepter tout simplement la réalité des limites de la responsabilité du supérieur hiérarchique. Un commandant suprême ne peut pas exercer un contrôle effectif sur des petites unités d'hommes qui appartiennent à des formations de combat mixtes et qui se trouvent à des centaines, voire des milliers de kilomètres, même s'il dispose d'ailleurs d'un téléphone satellitaire. Pour ce qui est de la précision juridique de cette affaire dont doit répondre l'accusé, je pense que la position où la situation a été loin d'être satisfaisante. Et elle est toujours peu satisfaisante, car il s'agit quand même d'un procès devant une chambre de première instance de la CPI. Ce n'est pas n'importe quoi que nous faisons. Nous avons le statut et le règlement qui disposent de ce que doit faire la chambre préliminaire en matière de confirmation des charges. La compétence de la chambre de première instance est limitée aux charges qui ont fait l'objet de confirmation, et qui plus est, la chambre préliminaire peut limiter la portée des éléments de preuve qui vont être entendus par la chambre de première instance. Et je vais vous donner un exemple à titre d'illustration. À ma grande surprise, hier, M. Scagliotti a fait valoir un certain discours qui apparemment aurait été prononcé par M. Bemba, et il a indiqué qu'il était particulièrement pertinent par rapport au fait que M. Bemba aurait pu prendre des mesures pour prévenir ou réprimer ou sanctionner les crimes. Donc, je dirais en fait que c'est un discours qui à propos duquel la chambre préliminaire a dit qu'il ne pouvait pas faire partie des éléments de preuve. Et pourtant, pour la 4e fois, l'accusation a essayé de le faire. Alors, si on prend une perspective beaucoup plus générale, on voit que les buts de l'accusation sont toujours en pleine évolution. Au départ, l'accusé avait un co-auteur. Il s'agissait de M. Ange Félix Patassé. Il a dû ensuite faire face à de nouvelles allégations qui ont été rejetées par la chambre préliminaire. Même dans ce cas, après avoir entendu que l'accusation disait qu'il fallait, ou plutôt que l'accusation devait prouver sa connaissance sur laquelle ses subordonnés avaient commis des crimes, on lui a présenté un autre mode de responsabilité, suivant lesquels il aurait dû être au courant que ses soldats avaient commis des crimes. Alors il faut savoir que l'accusation a essayé de miser sur 2 chevaux, et que cela est absolument irréconciliable. Dans un premier temps, il aurait dû prouver que M. Bemba était parfaitement informé des événements, et par ailleurs, il fallait prouver qu'il ne s'était pas acquitté ou qu'il n'avait pas en fait su être informé de ces événements, et cela sera expliqué par Maître Gibson. Il y a autre chose qui est incongrue. Il s'agit des éléments du crime et de l'identification des auteurs, et c'est Maître Taylor qui en parlera. Je dirais qu'il y a eu un changement d'orientation dans cette affaire, et nous avons vu la volte-face de l'accusation pour ce qui est des éléments de preuve présentés par l'accusation. Nous nous trouvons dans une juridiction qui est assez hybride. Mesdames les juges et moi-même représentons ou sommes les incarnations en quelque sorte de nos systèmes différents. Mais peu importe qu'il s'agisse d'un juge d'instruction qui s'occupe du dossier ou d'un procureur qui a des devoirs en matière de communication. Ce que nous voulons avoir, ce sont les mêmes documents. Dans une affaire où il a été allégué que M. Bemba jouissait d'une autonomie sur une des unités qui était composée d'une partie des forces loyalistes qui protégeaient le président Patassé, nous aurions pu entendre M. Patassé. Pourquoi cela n'a pas été fait? Je sais qu'il est décédé maintenant, mais il était bel et bien vivant en 2009 ou en 2010 ou en 2011. Et pour autant que je le sache, personne
personne n'a pris la peine d'aller l'entendre. Et qu'en est-il de son Premier ministre, de son ministre de la Défense, de son chef d'état-major? Qu'en est-il des ministres expérimentés de son gouvernement et de ses hauts officiers de ses forces armées? Est-ce que vous n'auriez pas voulu les entendre pour comprendre comment ces forces de coalition composite étaient commandées, pour savoir qui donnait l'ordre, qui était responsable de la discipline au sein de ces formations, qui était chargé d'appréhender, d'arrêter les personnes qui ne l'étaient pas? Est-ce que vous n'auriez pas voulu entendre cela, peu importe qu'il s'agisse d'un système de droit romain ou d'un système de common law, ou d'une juridiction telle que la nôtre? Alors certes, vous avez convoqué l'un de ces témoins, CHM1, et ce que nous avançons, c'est que, à notre humble avis, il a été question de commandement, de chaîne de commandement, et
victimes. Mais il faut savoir que le MLC, ce jour-là, ne s'est jamais trouvé à Mongumba. Alors le témoin P213, toutefois, nous décrit un vol d'hélicoptère et nous parle d'une inspection complète des soldats de la part de M. Bemba qui était à bord de l'hélicoptère, et il aurait donc apparemment procédé à une inspection des soldats, de ces soldats dans la ville. Et lorsque l'on pense à la version de ces événements, même lorsque l'on pense à ce qui a été dit par l'accusation et la représentante légale des victimes, on se rend compte que cet épisode n'aurait jamais pu se produire. Alors maintenant, je vais passer à autre chose, les faits incriminés. Et je dois vous dire que je vais, en guise de préface, dire que je peux assurer d'ores et déjà à la Chambre de première instance que je ne vais pas me laisser emporter par l'émotion et j'espère que tel sera également le cas de la Chambre de première instance. Nous savons tous que vous devrez vous concentrer sur les éléments de preuve qui ont trait aux offenses et aux crimes reprochés qui figurent dans le document de notification ou le document contenant les charges. Alors, je dirais en fait, dans un premier temps, que j'aimerais faire deux observations préliminaires. Cela m'a été dit par quelqu'un qui se trouvait dans la galerie du public hier. Je vais vous parler de l'impression qu'ils se sont forgés. Vous aurez peut-être eu l'impression, après avoir entendu l'accusation et les victimes qui se sont exprimées hier par le biais de leur représentante légale, que les MLC étaient les seuls soldats qui se trouvaient en ville ce jour-là. Alors, bien sûr, nous savons qu'ils n'étaient pas présents. Il y avait également la coalition des forces loyalistes au président Patassé, qui incluait, bien entendu, ces FACA, et il y avait, bien entendu, l'USP, il y avait également les SAPS, il y avait ce qu'on appelait les Caracos, qui étaient des recrues à peine formées. Vous aviez donc ces milices qui s'appelaient Cara, et donc il y avait quelques 8 à 9 milices qui composaient les forces loyalistes. Et puis il y avait le général Bozizé, avec ces recrues à peine formées qui venaient du Nord, et Dieu sait combien ils étaient peut-être 600, peut-être plus. Il faut savoir que tout simplement, pendant le mois d'octobre et le mois de novembre 2002, il y avait tout simplement, disais-je, des milliers d'hommes, des centaines d'hommes qui portaient des uniformes militaires, dont certains étaient armés, d'autres n'étaient pas, mais qui se déplaçaient dans Bangui et ses environs. Alors, voilà ce que j'aimerais vous dire, c'est que de façon absolument régulière, ce qui a été répété, c'est le nombre de crimes commis par le MLC au cours d'une période de 5 mois. Et ce, de façon très démonstrative, Maître Nzala, hier, a parlé d'un tsunami de viol. Alors, faisons un peu le point, prenons un peu de recul et réfléchissons. Si le MLC avait été coupable de viols commis dans tout le pays pendant une période de 5 mois, comment se fait-il que personne ne vous a présenté quelqu'un qui dirait qu'elle avait été violée à Sibut ou à Damara, ou quelqu'un qui dirait qu'elle aurait été violée à Bosoum, à Bassambé, ou quelqu'un en fait qui se serait plaint de crimes commis dans ces différentes villes. C'est étrange, ne trouvez-vous pas? Ce fameux tsunami, qu'en est-il? Et pourquoi est-ce que, si cela s'est vraiment produit pendant 5 mois, si vous avez donc quelqu'un qui s'est plaint à Mongumba, vous n'avez entendu parler d'aucune
d'aucun autre crime qui se serait déroulé pendant la deuxième quinzaine du mois de novembre, en décembre, en janvier, ou en février ou en mars. Ce tsunami dont il a été question, cette orgie de crimes commis pendant 5 mois, est tributaire, ou sont tributaires de personnes qui sont venues, ou qui sont venus présenter des éléments de preuve. Or, il s'agit en fait de personnes qui viennent d'un périmètre très étroit autour de Bangui et qui parlent de crimes commis pendant 13 jours. Alors, s'il y a un élément de preuve symbolique ou emblématique qui illustre les problèmes de ce qui est avancé par les dépositions en l'affaire, il s'agit bel et bien de la déposition du témoin P75. Vous vous souviendrez que Maître Balagaï a fait référence à cette épreuve épouvantable. Je ne souhaite absolument pas répéter ce qui a été dit. Le fait est que les hommes qui l'ont attaqué étaient armés, ils portaient des uniformes des FACA et des rangers au pied. Alors, ce qui a été dit par cette femme, c'est que elle a entendu l'un des hommes prononcer le mot yaka, mais elle n'a pas sinon compris en fait qu'il parlait lingala, à part ce terme. Il y a quelque chose à propos duquel elle a été absolument catégorique et claire. Elle a dit qu'elle avait été attaquée le 27 octobre 2002. Et que l'on pouvait véritablement recouper ces éléments de preuve ou la déposition qu'elle faisait, parce qu'elle a dit que l'attaque a eu lieu un dimanche. Elle a dit également qu'elle avait fui la région de Fou à l'arrivée des troupes de Bozizé le vendredi précédent. Et le vendredi précédent, ou le dernier dimanche le dernier vendredi, pardon, du mois d'octobre, si vous prenez un calendrier, était le 25 octobre. Alors bien entendu, pour tout le monde, pour les victimes, pour l'accusation, cette attaque a été attribuée au Banyamulenge, au MLC. Mais cela n'est tout simplement pas possible, parce que même si vous avez une marge de manœuvre, une marge d'erreur d'une journée, ou d'une semaine, ou de 2 semaines même, il faut savoir que la zone dans laquelle cette attaque a eu lieu était sous le contrôle des soldats ou des troupes de Bozizé jusqu'à l'arrivée du MLC le 5 décembre, à savoir quasiment 6 semaines plus tard. Donc il est tout simplement impossible que cette épreuve absolument épouvantable subie par cette femme qui a été attaquée par 3 hommes et du fait de membres du MLC. Et pourtant, elle est préparée, elle est tout à fait disposée à le dire. Et ce n'est pas un cas isolé que je cite. Il faut savoir que l'un des plus gros problèmes pour l'accusation et la Chambre, lorsqu'il s'agit d'évaluer les éléments de preuve présentés par les victimes en l'espèce, c'est la date. Car pour qu'il n'y ait aucun doute, je dirais que ce que nous avançons au nom de la défense, c'est que le MLC n'était pas opérationnel en tant que force de combat en RCA avant le 30 octobre 2002. Alors certes, il est ironique de constater que c'est justement la date qui a été préconisée par l'accusation lors de l'audience de confirmation des charges comme étant la date où le MLC a franchi la rivière. Et pour répondre aux railleries proférées par Maître Badibanga, je dirais que qui nous a dit que cela était très commode pour la défense d'affirmer quoi que ce soit à propos de cette date. Alors je dirais que je suis tenue de répondre, je dirais que c'est peut-être commode, mais au moins cela est cohérent et cela se tient. Car en fait, le MLC n'a pas dépassé la zone de réception à Bangui avant cette date. Les éléments de preuve l'indiquant sont tout simplement écrasants. Il y a toute une pléthore de témoins qui sont venus témoigner à la fois à charge et à décharge. Et je dirais que je parlerai de
ce qu'a dit Thierry Langby, le témoin le témoin P31, le commandant du CCOP à l'époque, qui se souvient de façon très très détaillée des 5 jours au cours desquels il a fallu qu'il attende après l'arrivée des soldats de Bozizé dans la capitale, avant que le MLC n'ait pu être opérationnel. Et puis, il y a beaucoup d'éléments de preuve qui confirment que les forces de Bozizé ont maintenu le contrôle du centre de Bangui entre le 25 et le 30 octobre. Et je vous rappellerai quelqu'un dont vous vous souviendrez tous certainement, Prosper Ndouba, le redoutable Prosper Ndouba, le porte-parole du président Patassé, qui est venu déposer pour la défense et qui vous a relaté qu'il avait été capturé, qu'il avait été fait otage et qu'il avait été détenu par les forces de Bozizé pendant cette période. Alors je sais que cela est particulièrement névralgique ou sensible pour l'accusation, mais c'est vrai, personne ne lui a dit non, 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 les soldats de Bozizé ne se trouvaient pas dans cette zone à ce moment-là, personne ne lui a dit ce moment-là. Ah non, 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 mais c'était le MLC qui était là. Voilà ce que nous appelons des éléments de preuve que nous pouvons présenter. Il y a également les éléments de preuve de la vidéo filmant l'arrivée des soldats du MLC au PK5 le 31 octobre. Et il y a par exemple le registre de communication du MLC qui confirme que le commandant Moustapha est bien arrivé le 30 octobre et qu'il a commencé les combats ce jour-là. Il n'y a rien n'est dit dans ce registre à propos de combats à Bangui avant cette date. Vous avez les rapports d'Irine du 31 octobre qui indiquent que les actions conjointes commencent le 30 octobre. Il s'agit d'actions conjointes entre la RCA et les troupes du MLC. Vous avez les registres de l'aéroport de Bangui également. Alors vous avez cette vidéo prise ou filmée à l'époque des faits qui filme l'arrivée des soldats du MLC au PK5 le 31 octobre. Cette bande d'enregistrement, cette vidéo est horodatée. La personne qui a fait le film confirme l'arrivée du MLC le 30 octobre dans son commentaire. Donc, il y a des éléments de preuve suivant lesquels le MLC n'était absolument pas opérationnel en RCA avant le 30 octobre. Et ces éléments sont absolument irréfutables. Ce n'est pas la défense, ce n'est pas à la défense que revient la charge de la preuve à cet égard. C'est l'accusation qui doit prouver que les auteurs des crimes étaient les subordonnés de M. Bemba. Et ce que nous avançons, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments de preuve pour étayer la conclusion suivant laquelle les soldats du MLC étaient responsables pour la commission de tout crime commis avant le 30 octobre 2002. Alors, il faut savoir, pour qu'il n'y ait aucun doute qui subsiste, que cela signifie que les allégations, non seulement du témoin P75 ne tiennent pas la route, mais il en va de même pour les allégations des témoins P22, P87, P68 et P119 à propos donc de l'état opérationnel du MLC. Il y a quand même cela correspond à un nombre assez important au vu du nombre limité de charges. Et je dirais que pour ce qui est des viols qui correspondent à la confirmation des charges, cela représente plus de la moitié de ces viols. Alors j'aimerais en fait faire une pause maintenant, et juste avant la pause. Et j'aimerais vous parler du témoin P119, parce qu'il y a quelque chose qui a attiré mon attention hier. Vous vous souviendrez... Vous vous souviendrez que le témoin P119, c'est Maître Badiganda qui vous l'a dit, il s'agit en fait du témoin qui a fait référence à l'article 15, le fameux code du MLC suivant lesquels il devrait en quelque sorte vivre sur la bête et qu'il devrait faire ce qui leur plaisait et qu'il devrait en fait faire ce que bon leur semble. Eh bien, pour l'accusation, c'est toujours... l'accusation a toujours présenté cet article 15 aux soldats et du MLC et du FACA qui sont venus témoigner pour la défense. Ils n'ont jamais compris ce que c'était. Or, dès 56, lui, il savait parfaitement ce que cela voulait dire. Ce qui est assez étrange quand même.
Parce que dès 56, il était du côté de Bozizé, de l'autre côté. Et ce qui est encore plus effarant d'ailleurs, c'est qu'il a dit à la Chambre que c'était bel et bien les troupes de Bozizé qui occupaient la région où se trouvait 119 et qui commettaient tous ces crimes à ce jour-là. Je pense que nous pourrions faire la pause. Thank you very much, Mr. Haynes. Le président, je vous remercie, Maître Haynes. Nous allons donc faire la pause, une pause très courte. Nous allons donc lever la séance et nous reprendrons à 11h30. La séance est levée.